Bonjour, bienvenue au webinaire Pomme branchée numéro 3. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Francine Pelletier et Sabina Avoisina, de l'IRDA. Ils vont pouvoir avoir la chance de se présenter avant de faire leur présentation. Et ils vont venir présenter la PFI et le banc de mesure. Je laisse la parole à Francine tout d'abord. Oui, bonjour. Alors, mon nom est Francine Pelletier, comme Charlotte l'a mentionné. En fait, je travaille comme professionnelle de recherche en entomologie à l'IRDA depuis 2003 déjà. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de venir vous parler, en fait, de vous présenter un peu un survol des différentes étapes qui ont été franchies depuis les débuts de la PFI au Québec, qui remonte à déjà il y a déjà plus de 20 ans et plus particulièrement de vous présenter ce qui a été réalisé dans le cadre du projet PFI 2.0. C'est un projet qui a été réalisé conjointement par l'IRDA et par les producteurs de pommes du Québec. Il y avait un premier volet qui visait à réviser le programme de PFI, dont l'élément central est le guide de PFI. Et le deuxième volet était de mettre à jour le portrait de l'adoption de la PFI pour voir un peu les progrès accomplis au fil des ans. Et ce volet-là était réalisé via un sondage qui a été mené auprès des entreprises pomicoles au cours de l'hiver et du printemps 2024. Il y a certains résultats préliminaires qui avaient été présentés dans le cadre des journées pomicoles à Saint-Rémy, mais depuis, il y a les analyses statistiques qui ont été complétées. Alors, je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui un portrait beaucoup plus détaillé de ce qui a été réalisé. Si on retrace, pour commencer très brièvement, l'historique de la PFI au Québec, au départ, c'est en 2021 qu'un comité a commencé à travailler sur l'élaboration d'un programme de PFI pour les producteurs de pommes du Québec. Le programme a été publié une première fois en 2004. Il était conçu d'une part comme un outil de sensibilisation au concept de la PFI en listant un peu les pratiques à préconiser pour la mise en œuvre de la PFI et aussi comme outil d'auto-évaluation qui pouvait servir à mesurer son niveau de PFI dans son entreprise et aussi à suivre plus globalement là, la progression du secteur pomicole à plus grande échelle. Donc, suite à la publication du cahier d'auto-évaluation, il y a un premier portrait provincial qui avait été un premier portrait provincial du niveau de l'adoption des pratiques qui avait été réalisé en 2007, qui avait permis de voir que plusieurs pratiques étaient déjà adoptées par une grande majorité de producteurs, mais que d'autres étaient encore peu utilisées. L'étape suivante a été de la production d'outils d'aide à la PFI, comme par exemple les affiches PFI qui sont produites annuellement depuis 2006, dans laquelle à chaque année, il y a une nouvelle pratique PFI qui est mise de l'avant comme thème dans la section du haut de l'affiche. Il y a eu également un site web dédié à la PFI qui a été mis sur pied en 2014 et dont l'élément central est le guide de référence en PFI, qui est constitué de fiches d'information sur les différents éléments du programme. Il y a plusieurs contenus de ce guide PFI-là qui est mis à jour de façon continue, mais 10 ans après sa publication, dans le cadre du projet PFI 2.0, il y a une révision complète qui a été réalisée. Je pourrais vous en parler un peu plus tard à la fin de cette présentation. Mais je vais d'abord présenter les résultats qui ont été obtenus en ce qui a trait à la mise à jour du portrait de l'adoption des pratiques PFI. Donc, pour pouvoir comparer les deux études, le questionnaire qui a été utilisé a été élaboré à partir de celui qui avait été utilisé en 2007, mais il a été révisé et bonifié pour ajouter les pratiques et les techniques de production les plus récentes. Donc, la version 2024 comprenait 124 pratiques réparties en 21 sections qui couvraient là, tous les aspects de la production, de la planification du verger jusqu'aux opérations post-récolte.
Et les différentes pratiques au sein du cahier d'auto-évaluation sont formulées sous forme de questions et les choix de réponses proposés vont de la situation la plus acceptable en PFI à la moins acceptable. Et le cahier d'auto-évaluation avait été envoyé par courrier à tous les producteurs ou pouvait également être rempli en ligne. Si on commence par regarder un peu le profil des participants en 2024, en comparaison avec ceux du sondage précédent, premièrement, il y a près de 100 producteurs qui ont participé au projet, ce qui représente à peu près un taux de participation de 20 %. Et la répartition des producteurs qui ont participé au sein des différentes régions était relativement représentative de la distribution des exploitations, pomicoles par région. Au total, il y avait 88 % des entreprises sondées qui étaient suivies par un club d'encadrement technique, alors qu'en 2007, la proportion était un peu moindre. En 2024, également, parmi les participants, il y avait certaines entreprises qui étaient en production biologique ou en transition vers le bio, alors qu'en 2007, l'ensemble des entreprises, sauf une, étaient en régie conventionnelle. Et concernant le type de suivi et le type de régie, on voit aussi qu'il y avait certaines disparités observées selon la région. Comme par exemple dans la région des Laurentides et dans la région de l'Estrie. Tous les producteurs rencontrés étaient suivis par un service d'encadrement technique. Et aussi, la proportion d'exploitation en régie bio ou en transition était également plus élevée parmi les participants de la région de l'Estrie comparativement aux autres régions. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en considération quand on regardera les résultats par région. Ensuite, en 2024, les répondants avaient en moyenne 26 années d'expérience en pomiculture. La superficie moyenne du verger était de 15 %, ce qui était assez similaire à 2007, mais il y avait quand même une plus grande proportion de vergers de petite superficie qui étaient représentés au sein de l'étude actuelle comparativement à celle de 2007. Pour ce qui est du type de mise en marché, comme en 2007, la majorité des entreprises qui ont participé écoulaient leurs produits via un agent autorisé, mais il y avait quand même davantage d'entreprises qui utilisaient principalement la vente directe qui ont participé à l'étude de 2024 comparativement à 2007. Pour ce qui est du type de produit, le profil des entreprises échantillonnées en 2007 et en 2024 est assez similaire. La majorité produisait principalement pour le marché frais plutôt que pour la transformation. Et concernant le type de plantation, alors qu'en 2007, il y avait près du tiers des exploitations sondées qui étaient composées majoritairement de parcelles de pommiers standards, elle représentait seulement 13 % de celles sondées en 2024. Et il y avait une plus grande proportion de vergers composés majoritairement de parcelles de pommiers nains parmi les participants de l'étude de 2024. Maintenant, pour mesurer le niveau d'adoption des pratiques PFI, il y a 2 paramètres qui ont été utilisés. Le niveau de non-respect, qui correspondait lorsque le producteur choisissait le dernier choix de réponse proposé, et aussi le score PFI, qui consistait à attribuer un nombre de points représentatif du niveau de conformité à la PFI, ça, dépendamment de la réponse choisie, et aussi représentatif du niveau d'importance accordé à la pratique. Donc, un producteur qui n'utilisait pas une pratique qui était jugée essentielle perdait davantage de points que s'il n'utilisait pas une pratique jugée moins importante. Et un score pouvait donc être attribué à chaque pratique individuellement, mais aussi pour le programme en entier ou ses différentes sections,
en additionnant le nombre de points obtenus à chaque réponse, qui pouvait ensuite être transféré en pourcentage comparativement au nombre de points maximum que le producteur aurait pu obtenir. Donc, en utilisant ce système de notification-là, si on considère l'ensemble des répondants et le programme en entier, le score PFI en 2024 se chiffrait à 79 %. Si on regarde de façon plus détaillée les scores moyens obtenus pour chacune des 21 sections, on voit que le niveau d'adoption variait selon la section, en fait. Certaines sections du programme étaient bien réussies avec un score de plus de 85 %. D'autres avaient un niveau d'adoption intermédiaire et certaines demeuraient encore peu appliquées. Ça fait beaucoup de chiffres que je vais décortiquer dans les prochaines diapos en les regroupant par thème, en fait, parce que pour les analyses statistiques, les sections qui étaient apparentées ont été regroupées entre elles. Mais pour commencer, un des objectifs du projet était de vérifier si certaines tendances pouvaient se dégager selon le profil des entreprises. Comme par exemple, lors de l'étude en 2007, l'adhésion ou non à un service d'encadrement technique avait été l'aspect qui avait eu la plus grande incidence sur le niveau d'adoption des pratiques PFI, avec une différence de l'ordre d'à peu près 10 % entre le score obtenu chez les producteurs suivis comparativement à ceux non suivis par un club. En 2024, l'écart semble un peu moins prononcé entre les producteurs suivis et non suivis, mais les analyses statistiques effectuées ont quand même mis encore en évidence l'influence du type de suivi sur le score obtenu. Les sections ici en gras sont celles où une différence plus importante était associée par rapport au type de suivi, soit pour certaines pratiques individuelles ou pour le score obtenu par groupe de sections. Et c'était principalement pour les sections sur le thème de la phytoprotection qui regroupaient les sections D à H, celles reliées au dépistage, à la tenue de registre, à la formation, et aussi pour certaines pratiques liées à la fertilisation. Le type de régie, c'est un autre aspect qui a eu aussi un effet sur le niveau d'adoption de la PFI. Il y a une différence au niveau du score moyen était observée entre les entreprises en régie conventionnelle, en régie biologique ou en transition pour certaines pratiques spécifiques liées à la phytoprotection, à la régie culturale et à l'entretien du verger, à l'impact environnemental des traitements et aussi globalement pour les sections liées à la récolte. Comme on le verra plus en détail, les entreprises bio étaient parfois associées à des meilleurs scores, mais aussi parfois à des moins bons scores pour certaines pratiques ou certaines sections. Il y a aussi d'autres caractéristiques du type d'exploitation qui ont eu aussi une influence sur certains éléments du programme, comme par exemple, le score avait tendance à augmenter avec le nombre d'années de production en permaculture de l'exploitant du verger, quand on considérait le score global pour le programme en entier, et c'était aussi le cas pour certaines pratiques liées à la récolte. Même chose pour la superficie du verger. Le score obtenu augmentait avec la superficie pour les sections regroupées sous le thème de la régie culturelle et l'entretien du verger, et aussi celles liées au dépistage, registre et formation. Pour ce qui est du type de produit, il y a un léger effet positif aussi qui a été observé pour les sections liées à la régie culturelle et l'entretien du verger. Les entreprises qui avaient un plus grand pourcentage de leur production destinée au marché frais plutôt qu'à la transformation obtenaient des scores légèrement meilleurs pour des pratiques concernant, entre autres, la gestion des besoins en eau, le contrôle de la charge,
mais en contrepartie de moins bons scores au niveau de l'utilisation, pour les pratiques liées à l'utilisation du carbaryl, et aussi des meilleurs scores pour certaines pratiques liées à la récolte. Maintenant, si on compare ce qui a été observé en 2007 par rapport à ce qui a été observé en 2007, en fait, est-ce que le secteur s'est amélioré? Eh bien, pour le contenu comparable et pour le programme en entier, le score est passé de 76% à 81% en 2024. Donc, ce qui semble encourageant, mais il faut être conscient que ces chiffres-là sont calculés en utilisant les données de l'ensemble des participants aux deux études, sans tenir compte de leur profil d'entreprise. Et comme on l'a vu, il y avait certaines disparités entre les participants lors des deux études. Donc, la différence observée peut effectivement être attribuable à une amélioration des pratiques au sein de l'industrie, mais elle peut aussi totalement ou en partie être liée à des changements dans les caractéristiques des producteurs qui ont répondu au sondage. Donc, lors des analyses statistiques, l'effet estimé de ces pratiques ont été pris en compte dans l'effet estimé de certaines de ces caractéristiques, celles en fait qui avaient eu la plus grande influence, ont été prises en compte et les données recueillies indiquent tout de même que les scores avaient tendance à s'améliorer pour le programme en entier et comme on le verra aussi plus loin, pour les différents volets du programme. Donc, dans les graphiques ici, vous avez pour les 5 principales régions le score obtenu en 2007 et en 2024. Et on voit que les différences observées peuvent varier selon la région, comme par exemple pour la région des Laurentides. Les améliorations sont en général moins marquées, mais possiblement parce que les scores étaient déjà assez élevés en 2007. Et c'est un peu aussi le cas pour la région de l'Estrie, pour laquelle aussi les changements sont plus difficiles à quantifier, étant donné qu'il y avait moins de producteurs participants au sein de ces régions. Et les astérix indiquent là où les différences étaient les plus claires là, au niveau statistique. Les sections associées au thème de l'environnement et la santé sont celles où globalement les plus grandes améliorations ont été observées, en particulier pour des pratiques liées aux exigences réglementaires ou faisant partie des normes du programme de Canada GAP. Donc, le programme qui a débuté en 2008, donc suite à l'étude de 2007. Et de ce fait-là, les entreprises qui voulaient maintenir leur accès à la mise en marché de leurs produits via les principaux distributeurs ont donc eu à se conformer au programme si ce n'était pas déjà le cas précédemment. Et pour ce qui est des exigences réglementaires, plusieurs étaient encore relativement nouvelles ou pas encore en vigueur à l'époque où le premier portrait de l'adoption des pratiques PFI a été réalisé, entre autres celles prévues par le Code de gestion des pesticides qui avait été mis en place en 2003 et modifié par la suite en 2018 et 2022. Donc, on voit que les données recueillies montrent qu'il y a eu un grand bout de chemin qui a été franchi à ce niveau-là. Le thème environnement et santé regroupe 5 sections que vous avez de lister ici. Et pour chaque section, le tableau présente en fait le score moyen obtenu à la version 2024 du programme, ceux obtenus en 2024 et 2007 et l'écart entre les deux années. Donc, au sein de ce thème-là, les sections sur la gestion de la pollution et des déchets, de la santé, sécurité et conditions de travail et sur les pratiques liées à l'environnement, pour lesquelles des scores intermédiaires avaient été obtenus en 2007, se retrouvent maintenant parmi celles les mieux réussies. Et plus spécifiquement, les pratiques qui ont connu les améliorations les plus importantes concernent entre autres le nettoyage et la récupération des contenants de pesticides vides,
l'entreposage des pesticides, engrais et hydrocarbures dans un endroit conforme, les installations, les formations dispensées aux travailleurs et les affichages en matière de mesures d'hygiène et de procédures de sécurité, et aussi l'accès facile à une trousse de premiers soins sur les lieux de travail. Pour ce qui est de l'impact environnemental des traitements, c'est-à-dire favoriser l'utilisation de produits classés verts et limiter le nombre d'applications de produits classés rouges. Le score obtenu est quand même bon en 2024, mais on ne peut pas le comparer avec 2007, étant donné que les indicateurs de risque utilisés pour la classification des produits ne sont pas les mêmes qu'en 2007. Par contre, si on se base sur une étude qui avait été réalisée précédemment, qui visait à mesurer justement l'évolution des risques sur la santé et l'environnement des pratiques phytosanitaires à partir des données recueillies dans les vergers pilotes du réseau, il y a certains gains qui semblent avoir été réalisés là, au cours des 40 dernières années, incluant aussi pour la période de 2002 à 2019, surtout en ce qui a trait à l'impact sur l'environnement. Pour ce qui est de la section sur l'utilisation des pesticides, malgré certaines avancées, elles figurent parmi celles qui ont un niveau d'adoption intermédiaire. Il y a 2 pratiques liées à l'optimisation de l'efficacité des pulvérisations qui ressortent parmi les pratiques peu appliquées, celles concernant l'ajustement du volume de bouillie et le réglage et l'étalonnage des pulvérisateurs. Ce qu'on remarque aussi, c'est que la version du programme 2024 est plus sévère comparativement à celle utilisée pour la comparaison. Et c'est principalement relié au fait, relié à la plus grande importance, en fait, qui a été accordée dans le programme mis à jour sur l'utilisation des équipements de protection individuelle qui étaient maintenant divisés en 6 sous-questions, une pour chaque type de pays disponible. Et comme on voit, il y a relativement peu d'améliorations qui ont été réalisées pour cette pratique. En 2007, il y avait 55 des répondants qui disaient toujours les utiliser et 10 ne jamais les utiliser. Et on voit qu'en 2024, pour les gants, en fait, l'item qui était le plus couramment utilisé, les pourcentages n'ont pas beaucoup changé. Maintenant, pour ce qui est des pratiques liées à la récolte et la post-récolte, globalement, on voit encore aussi que les scores se sont améliorés entre 2007 et 2024, avec certaines régions pour lesquelles le changement est davantage prononcé. Et ce qu'on peut mentionner aussi, c'est que pour ce volet, les pratiques qui ont été considérées lors des analyses concernaient presque uniquement celles liées à la récolte, étant donné que la majorité de celles pour les opérations post-récolte présentaient un nombre limité de répondants. Il y avait effectivement un grand nombre de participants qui avaient soit aucun lot destiné à l'entreposage ou qui connaissaient pas assez bien les pratiques en vigueur chez leur entrepositaire, dans le cas de ceux qui ne possédaient pas leur propre entrepôt à pommes, pour être en mesure de répondre. Donc, dans ces cas-là, la pratique n'a pas été considérée au niveau des analyses. Donc, pour la section liée à la récolte, malgré les avancées observées, elle demeure parmi celles qui ont les scores les plus faibles. Et les progrès les plus importants concernent entre autres la tenue de sessions de formation pour les cueilleurs et le nettoyage des bennes avant la récolte. Et dans cette section, les pratiques qui ont eu les scores les plus faibles touchent à la réalisation de tests pour évaluer la maturité et la fermeté des pommes et la réalisation de contrôles de qualité dans toutes les bennes.
Concernant les opérations post-récolte, parmi celles qui ressortaient comme étant peu utilisées, on rencontre l'utilisation systématique des modèles prévisionnels de maladies d'entreposage pour ajuster les paramètres de conservation. Pour les 3 sections qui concernent le dépistage, le registre, la formation, au niveau du score, il y a aussi une tendance à la hausse qui a été observée dans l'ensemble des régions. Et pour ces éléments du programme, il y avait un effet important là, du type d'encadrement technique sur le niveau d'adoption observé. Parmi les sections qui étaient regroupées sous ce thème, l'amélioration la plus importante entre 2007 et 2024 concernait la consultation de guides et de logiciels en lutte intégrée. Il y avait aussi plusieurs pratiques dans la section plan et registres qui ont été mieux réussies, notamment des registres d'applications existants et plus complets. En ce qui concerne la régie culturale et l'entretien du verger, globalement, les scores obtenus se sont aussi améliorés dans les différentes régions. Ce volet regroupait 5 sections. Il y en a certaines qui figurent parmi celles bien réussies, mais d'autres qui demeurent encore peu appliquées. Et les pratiques dont le niveau d'adoption a le plus progressé sont entre autres celles concernant l'utilisation du carbaryl comme agent d'éclaircissage. Il y avait 40% des producteurs en 2024 qui indiquaient ne pas l'utiliser, comparativement à 11% en 2007. Et les conditions d'utilisation en PFI étaient davantage respectées. Au niveau de la fertilisation, les données recueillies en 2024 montrent qu'il y a plus d'entreprises comparativement à 2007 qui possèdent un plan de fertilisation, peu importe la superficie du verger, donc incluant celles de moins de 5 hectares qui ne sont pas assujetties par la réglementation à le faire. Et les exploitations qui étaient suivies par un club étaient d'ailleurs associées à des scores plus élevés pour cette pratique, ce qui était aussi le cas concernant l'ajustement de la fertilisation en fonction de l'historique et de l'historique des parcelles et des résultats d'analyse de sol. Il y a aussi une nouvelle pratique ajoutée au programme lors de la mise à jour 2027 concernant l'optimisation des applications d'azote qui obtient un score de 76% avec près de la totalité des répondants qui indiquaient utiliser au moins une des stratégies recommandées pour limiter les pertes. Mais au sein de la section sur la fertilisation, c'était quand même la pratique qui obtenait le score le plus faible. Et les producteurs bio avaient tendance à avoir des scores un peu plus faibles pour cette pratique. Au niveau de l'irrigation, malgré les avancées notées au niveau de la gestion des besoins en eau dans les parcelles de pommiers nains et semis-nains, ça demeure quand même la section avec le score le plus faible en 2024 et c'était aussi le cas en 2007, avec plus de la moitié des entreprises sondées qui ne possèdent un système d'irrigation que dans une minorité ou aucune de leurs parcelles de pommiers nains ou semis-nains. Concernant la section sur le renouvellement et l'entretien du verger, c'est la seule section du programme où le score a diminué comparativement à 2007. Et le recul est surtout relié à la pratique concernant l'élimination des pruniers, pommettiers, sorbiers en périphérie du verger. Et dans cette section, la pratique reliée au taux de renouvellement du verger et l'intervalle de replantation affiche aussi, comme en 2007, un score parmi les plus faibles. Finalement, pour les sections sur la phytoprotection, la comparaison entre 2007 et 2024 indique à nouveau une amélioration dans différentes régions. Ce sont des sections qui avaient pour la plupart un score global
déjà élevé en 2007 et c'est encore le cas en 2024, sauf pour la section liée aux interventions contre les mammifères nuisibles. Pour cette section, il y a 2 pratiques peu appliquées, celle liée à l'installation d'une clôture à chevreuil et celle liée à l'utilisation de rodenticides. Même si le score obtenu en 2024 pour cette pratique est beaucoup plus élevé comparativement au sondage précédent, il y a quand même encore près du tiers des producteurs sondés qui indiquaient utiliser encore des rodenticides à la volée ou dans des stations d'appât sans protection. Au niveau de la lutte à la tavelure, l'amélioration la plus marquée et en ce qui a trait aux stratégies prises pour maintenir l'inoculum de feu bactérien à un niveau faible. Et la nouvelle pratique ajoutée au programme concernant l'urée et le broyage des feuilles obtient un score de 53%. En fait, c'est le plus faible de la section, mais il y a quand même 50% des répondants qui utilisaient une des stratégies et 30% qui utilisaient les 2 stratégies. Pour la section sur la lutte aux insectes, si on s'attarde uniquement au score moyen, le niveau d'adoption semble similaire entre 2007 et 2024, mais il y a certains éléments ajoutés au programme de 2024 qui témoignent quand même d'avancées non négligeables, même si ça ne se reflète pas au niveau du score obtenu, au niveau du score comparé, en fait. Ça concerne la lutte au carpocaps, avec près de 70% des répondants qui utilisent la confusion sexuelle. Et concernant la lutte à la mouche de la pomme, avec près de 60% des répondants qui intègrent le GF120 à leur programme de lutte. Et pour terminer, concernant la protection des espèces utiles, c'est plutôt le statu quo au niveau du score obtenu, mais on remarque entre autres que les entreprises qui étaient suivies par un club ont un plus haut niveau d'adoption pour la pratique qui est liée au dépistage des ennemis naturels d'acariens et de pucerons. Et le contraire était observé pour celles en régie biologique. Donc, en résumé, le portrait sur l'adoption des pratiques PFI a montré que le secteur pomicole semble avoir progressé depuis les débuts de la PFI au Québec. Il a également permis de cibler les pratiques qui sont encore à améliorer et aussi d'identifier les principaux freins à l'implantation de la PFI, étant donné que dans le cahier d'auto-évaluation, lorsque le participant indiquait le dernier choix de réponse proposé, il devait aussi identifier parmi les raisons proposées celles qui expliquaient pourquoi la pratique n'était pas recommandée, pourquoi la pratique recommandée n'était pas utilisée. Donc, c'est des informations très utiles pour identifier quelles sont les mesures souhaitables pour favoriser encore davantage l'adoption de la PFI et pour pouvoir prioriser les actions du réseau pommier pour les prochaines années en fonction de ses besoins. Et pour terminer, je mentionne aussi qu'une fiche synthèse a été produite qui résume un peu ce que j'ai présenté dans la présentation. Je crois que Charlotte pourra envoyer les liens sur le chat. Et pour ceux qui seraient intéressés à consulter les compilations détaillées pour chaque pratique ou avoir les autres résultats qui n'ont pas été couverts dans la présentation, le rapport complet est aussi disponible sur le site de l'IRDA. Et il y a une version PDF du cahier d'auto-évaluation qui est aussi disponible dans une des fiches du guide PFI. Ce qui m'amène justement à vous parler de la révision du guide de PFI qui a été réalisé également dans le cadre du projet. Il y a plus de 30 collaborateurs qui ont participé à ce volet. Au départ, il y a une réflexion sur les besoins de nouveaux contenus dans chaque section qui a été réalisée par le comité PFI. Et il y a
une équipe de rédaction et de révision pour chacune des fiches qui a été attribuée, en fait, constituée de spécialistes là, dans les différents, pour chacun des sujets qui agissaient soit à titre de responsable de section, d'auteur ou de réviseur. Et la version mise à jour comprend plus de 120 fiches d'informations sur chacun des éléments du programme, dont 3 toutes nouvelles fiches. Il y a plusieurs photos, plusieurs outils aussi qui ont été ajoutés pour en bonifier le contenu. Et comme précédemment, il est disponible gratuitement sur la plateforme PFI. Qui, elle aussi, a fait peau neuve. En fait, la nouvelle configuration du site du réseau Pommier est en ligne depuis la semaine dernière ou l'autre, ou il y a 2 semaines. Elle peut être consultable sur différents supports. En fait, l'ensemble du contenu du site précédent est encore présent, mais l'information se veut plus facile à retrouver. Dans le menu principal, on retrouve encore les avertissements et les bilans du réseau Pommier. C'est dans la section documentation qu'on y retrouve la version révisée du guide de PFI. On retrouve également le guide d'identification certaines sections, en fait, du guide d'identification des maladies et ravageurs et organismes bénéfiques des arbres fruitiers. On peut accéder aussi aux différentes capsules vidéo qui ont été sur des pratiques à moindre risque qui étaient en démonstration dans les différents vergers vitrines. Et il y a aussi une section médiathèque qui regroupe d'autres capsules vidéo qui ont été produites au fil des années, notamment sur l'étalonnage des pulvérisateurs, la lutte à différents ravageurs. Et il y a aussi les enregistrements de différents webinaires du réseau Pommier réalisés au fil des années. Aussi, les prévisions RIMPRO sont encore accessibles, facilement repérables dans différentes sections du site, que ce soit dans la section documentation ou directement sur la page d'accueil, au bas de la page d'accueil, en fait. Et il y a également une section calendrier qui regroupe les infos sur les différents événements passés ou les événements à venir. Donc, en conclusion, le projet a permis de mettre à jour les 2 éléments, les 2 principaux éléments du programme de PFI, le guide de référence en production fruitière intégrée et le cahier d'auto-évaluation. Et comme mentionné, il y a aussi plusieurs autres outils qui sont développés par le réseau Pommier et ses collaborateurs pour aider les producteurs engagés en PFI. Donc, je vous invite à aller justement visiter le site, consulter le guide révisé. Vous pouvez aussi consulter le cahier d'auto-évaluation si vous voulez mesurer votre niveau de PFI. Et rester à l'affût aussi des prochaines initiatives et autres nouveautés à venir, comme par exemple celle dont Sabina va vous parler tout à l'heure. Donc, je vous remercie et je remercie aussi tous ceux qui ont participé à ce projet, les producteurs qui ont participé au portrait et tous les membres du réseau Pommier qui ont travaillé sur la mise à jour des fiches du guide PFI, la mise à jour du cahier, qui ont accompagné aussi les producteurs lors de la réalisation du portrait. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si les périodes de questions vont être à la fin ou maintenant. Je pense mieux le faire tout de suite si quelqu'un... Il n'y a pas de questions pour l'instant. Fait que si jamais les participants, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat. On va peut-être se laisser 2 petites minutes avant que Sabina commence à parler du banc de mesure. Ça va être très vite, Cathy. Donc, 2 petites minutes si jamais il y a un participant prêt. Posez les questions. Merci. J'avais une question, mais je l'ai oubliée. Ah! Je pense qu'on peut y aller. Il n'y a pas personne qui écrit. Donc, Au pire, on en parlera après. Donc,
Bonjour, je suis Sabina Vosani. Je suis chercheur à l'IRDA dans l'équipe d'entomologie pomicole. Et aujourd'hui, je vais vous parler pas des insectes en réalité et d'entomologie, mais des pulvérisations. Parce que quand même, c'est une étape essentielle des traitements avec aussi, on comprend aussi des traitements contre les ravageurs. Donc, dans notre équipe, on a vraiment à cœur de améliorer les pratiques de pulvérisation et de comprendre comment aider les producteurs à le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler des banques d'essais. Donc, c'est les banques de mesure, banques d'essais, c'est une machine capable de mesurer les vents. Donc, il y a des anémomètres dans la machine et ça nous permet de certifier qu'il y a un pulvérisateur et un norme, comme on appelle en Europe, AirCheck, donc qui respecte toutes les normes par rapport à sa capacité à souffler en manière uniforme, donc surtout la totalité de l'arbre et à la vitesse requise. Donc, c'est une machine capable de vérifier l'uniformité des débits pour chaque bouse, de détecter quelle bouse présente des problèmes, est trop usagée, est obstruée, il faut la changer, il faut la nettoyer. Et une machine capable de nous donner une idée de la stabilité de la pression pendant notre pulvérisation, pendant les traitements. C'est grâce à les producteurs des pommes de Québec, donc la Fédération et la Financière agricole du Québec, on a pu cette année acheter un banque d'essai et le monter à l'IRDA. Mais en réalité, les banques d'essai, qui est un instrument utilisé notamment en Europe pour calibrer les pulvérisateurs, a fait son arrivée pour la première fois, il a fait une visite en 2016, quand un projet, grâce à notre collègue Vincent Filion, a pu appeler un expert en pulvérisateur, Peter Trilleuf, en allemand, pour monter les bancs ici et montrer à l'équipe IRDA et à les producteurs comment ça fonctionne. Donc déjà en 2016, on a pu faire un tour d'évaluation des pulvérisateurs au Québec. On a aussi reçu un peu l'attention de la presse, ici un article des utilitaires. Et ça parce que c'est important de calibrer, comme on a vu dans la guide, il y avait un problème principal pendant les sondages qui était lié à la qualité, on prend vous aussi de la pulvérisation, de la capacité d'amener des pratiques de pulvérisation durables, mais aussi sécuritaires pour les producteurs eux-mêmes. Donc, pourquoi il faudrait tester les pulvérisateurs avec les bancs? Pourquoi comprendre, faire un diagnostic de sa capacité, son uniformité de déposition des produits? Alors, si on fait un diagnostic, on comprend c'est quoi les problèmes de mon pulvérisateur. Une fois qu'on a compris les problèmes du pulvérisateur, c'est possible de l'ajuster, de faire de la calibration. Et ça nous permet d'avoir un pulvérisateur neuf parce que c'était calibré, tout a été ajusté. Mais d'un point de vue pratique pour les producteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une évidente réduction de la dérive, donc un point de vue environnemental, c'est très important, mais aussi des gaspillages des produits. Donc, est-ce qu'on on est en train de déposer trop de produits qui n'ont aucun effet à ajouter? Donc, si on a un réglage précis des produits qu'on dépose, on aura une meilleure efficacité de ce traitement, donc bien déposé sur la longueur de la plante, mais aussi une réduction de la phytotoxicité des produits sur la plante. Donc, on a moins de problèmes liés à trop de produits sur la plante. Mais il y a aussi un point de vue économique, un gain en termes de temps de travail, parce qu'on est sûr qu'on ne doit pas repasser, on a une vitesse précise, on est sûr de qu'est-ce qu'on fait, mais on sait, comme on a dit, moins de gaspillage des produits, donc moins de doses des produits qui viennent consommer. Donc, point de vue de l'argent, ça ramène quelque chose. Il y a aussi
un bénéfice, je dirais, point de vue de la société. Donc, un pulvérisateur qui a été calibré, il fait moins de bruit. Il y a moins de bruit et pour des vergères qui sont à côté des résidences ou des maisons, ça rend les voisins héros et donc moins de problèmes dans la totalité. Donc, il y a vraiment beaucoup de bénéfices à faire calibrer les pulvérisateurs. Comme j'avais vous dit, en 2016, on a eu un projet où les banques étaient arrivées depuis l'Allemagne pour calibrer des pulvérisateurs. Même si on a pu seulement faire de la diagnostic sur 16 pulvérisateurs, comme on peut voir, presque la moitié a eu besoin d'ajustements majeurs. Donc, ils ont fait un échec par rapport à les diagnostics. Il y avait vraiment beaucoup de bouses à changer. Il n'y avait rien qui allait dans ces pulvérisateurs. Et seulement en 19 personnes, mais si on regarde, c'est 3 sur 16, il n'y avait pas de calibration nécessaire. Donc, les pulvérisateurs, c'est bon, vas-y. Ça, je voudrais souligner en particulier que ces déficiences n'auraient pas possible de les détecter sans les bancs. OK, si un pulvérisateur fait une énorme dérive, on le voit visuellement, mais on ne peut pas vraiment mettre un nom au problème. Grâce aux banques, on peut détecter c'est où les problèmes, c'est quelle bouse. Donc déjà, c'est une précision dans la détection du problème et après, on peut aussi l'ajuster, si possible, parce que c'est tous les bouses sont à changer, il faut changer tous les bouses. Donc, avec mon équipe, on a déposé un banc, aussi avec l'équipe de Vincent Filion. On a déposé un projet pour mobiliser les banques à partir de cette année. Donc, les bouts de ce projet est de diagnostiquer et ajuster les pulvérisateurs, a aussi de donner des recommandations et de suivre les producteurs. Donc, pour faire ça, on va mobiliser les banques de calibration et on va aussi faire des ateliers de calibration. Et on va émettre des rapports personnalisés pour chaque producteur qui vient nous voir pour faire calibrer et diagnostiquer les pulvérisateurs. Et ça, c'est pour permettre à les producteurs québécois d'augmenter l'efficacité des traitements d'un point de vue des positions homogènes, tout en réduisant les gaspillages et la dérive. Donc, d'un point de vue économique, mais aussi environnemental. C'est un win-win situation. Pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on va faire pendant ces projets, on a installé les banques cette année. Ici, il y a Michael et Louis qui sont les professionnels de recherche IRDA qui vont prendre soin des pulvérisateurs et du banc. On a installé les bancs à l'IRDA. On va commencer avec des diagnostics en juillet 2026. On va commencer à les faire à l'IRDA, donc région de Montérégie. Mais à partir de l'année prochaine, on va peut-être les mobiliser dans des autres régions pomicoles québécoises. Et dans les mois de mars de chaque année, on va faire les ateliers de calibration. Donc, qui n'a pas passé la première phase des diagnostics peut venir à l'IRDA à faire la calibration des pulvérisateurs. Ici, des photos de l'instrument. Moi, c'est peut-être quelqu'un le trouve joli, quelqu'un. J'avais pas encore pu faire des photos de notre nouveau banque à l'extérieur, vu qu'elle fait trop froide. Mais si quelqu'un est intéressé de les voir live, pour nous voir, nous venir à l'IRDA. Donc, comme vous avez dit, on va faire des diagnostics dans les mois de juillet. Donc, pour vous faire comprendre de quoi il s'agit, on va faire une évaluation de la soufflerie pour voir si on peut améliorer sa performance. On peut contrôler le volume d'eau du débit. On pourra déjà faire sur place, quand possible, des remplacements des bouses. Et on va donner une idée des patrons des pulvérisateurs, des pulvérisations. Donc, comme vraiment les traitements est répartis sur l'arbre. Et on va aussi aider à valider les manomètres des pressions si vous avez besoin.
Après, pour les ajustements en fonction des problèmes à la clinique des réparations, on va essayer de rendre chaque pulvérisateur air-check. Par rapport au suivi, on va accompagner les producteurs, à discuter avec eux pour voir comment on peut comprendre quel ajustement a été fait, accompagner par rapport à l'amélioration sur les terrains des pratiques de pulvérisation, mais aussi il y a des formules qu'on peut utiliser, des feuilles Excel pour adapter la conduite du tracteur à la diversité de chaque parcelle, donc pour aller plus vite et gaspiller moins de temps. Donc, si vous êtes intéressé, on est en train de recruter les producteurs. Ici, c'est le flyer que Catherine, notre professionnelle de recherche, a préparé. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé à faire un diagnostic et après aussi à calibrer les pulvérisateurs. Donc, pour vous dire, on est à l'IRDA de San Bruno de Montarville. Voici notre nouvelle toy. Et je vais mettre ici les contacts. Si vous êtes intéressé, je vous invite à contacter Louis et Michael. Il faut seulement mettre les noms, le prénom, nom et après les restes des courriels IRDA. Sinon, pour tout autre renseignement, projet, questions, c'est moi et Vincent. Si vous avez des questions particulières sur la pulvérisation, mieux Vincent. Mais moi, je suis plus sur l'entomologie. Mais sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Et encore une fois, je remercie la Fédération des producteurs de pommes pour nous avoir invités, pour avoir permis l'achat de bain, comme à la financière agricole et les MAPAC. Et pour moi, c'est tout. Donc, il n'y a pas de questions encore dans le chat, mais moi, j'aurais une question par Mhm. personne. Donc, ma première question, ce serait pour Sabina. Je connais probablement déjà la réponse, mais peut-être ceux en ligne, non. Donc, est-ce que le bande mesure est uniquement utile pour le secteur pomicole? Alors, non, c'est toujours un outil intéressant. Seule chose, les banques d'essai développées pour des arbres. Donc, pas secteur pomicole, mais tout ce qui est en une structure verticale, notamment. Vigne, poirier, n'importe quel trait, fou à noyaux, peut-être aussi c'est les framboises, tout ce qui est plutôt arbustier ou arbre. C'est pas pour quelque chose qui a une culture étalée en serre. La question du temps de mesure sur les pratiques PFI. Comme on l'a vu, il y avait deux pratiques liées à l'optimisation de l'efficacité des pulvérisations qui étaient parmi celles qui étaient à améliorer. Donc, c'est le genre d'initiative qui va certainement aider les producteurs à augmenter leur niveau d'adoption de ces pratiques-là. Il n'y a pas d'autres questions encore. Donc, Moi, la seule chose que je voudrais ajouter, c'est que j'avais, pour une manquance des producteurs en réalité j'avais essayé d'organiser des cohortes, mais on n'a pas reçu le nombre de formulaires à la date limite, mais quand même, j'ai remarqué qu'il y a un gros intérêt des producteurs et notamment des conseillers. J'avais plus reçu ah, je vais participer à la cohorte par rapport à un plus grand nombre de conseillers que des producteurs. Donc, il y a un intérêt vraiment du milieu de s'améliorer, mais et surtout pour les conseillers d'accompagner les producteurs. Donc, moi, j'invite, même si les conseillers ou les agronomes n'ont pas un pulvérisateur à eau à tester, je leur invite vraiment à venir à les ateliers pour apprendre et se former un peu sur les sujets.
Il y en a seulement un la semaine prochaine. On se voit le 13 mars pour parler de biodiversité au verger. Puis, restez à l'affût parce que justement, les nouvelles sur le banc de mesure vont être publiées dans l'infolette des producteurs de pommes. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous écrivez à Sabina et vous restez à l'affût pour les nouvelles sur les infolettes. Merci!